justement, en parlant de la communication des islamistes, est-ce que vous avez, une opinion sur, une forme de glamourisation du voile justement qu'on voit sur les réseaux sociaux actuellement, notamment sur TikTok? Donc, je ne sais pas Très bonne si question, hein. Ouais, ouais, c'est ça. si vous TikTok, voyez, ce Twitter, que je tous les réseaux sociaux. ouais. Oui, bah justement, je détaille ce processus dans mon livre. C'est-à-dire que les théologiens islamistes sont contre ça. Certains d'entre eux, par contre, disent, bon, c'est mieux que rien, entre guillemets, puisque ça fait le job. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que la prescription du port du voile n'est pas spirituelle. Elle est d'abord sexiste et patriarcale, elle est ensuite identitaire. Et eux, ils le disent texto, hein. Là, je ne suis pas dans une interprétation ou une analyse. C'est que texto, ils disent que la femme musulmane est le porte-étendard de l'islam et que l'étendard de l'islam, c'est le voile. Certains disent, pas besoin de parler, le voile le fait pour nous. Le voile, par définition, c'est un outil prosélyte, puisque on le voit, c'est flagrant. Quand on voit une femme voilée, la première chose qu'on pense, on ne dit pas elle est de telle origine ou telle origine, on dit elle est musulmane. Voilà. Donc, c'est vraiment un outil prosélyte, et parce que aussi, les femmes qui portent le voile deviennent à leur tour des exemples pour celles qui ne sont pas encore voilées. Et c'est pour ça qu'on voit dans les quartiers, j'ai vu aussi dans mes recherches, que depuis pas mal de temps déjà, ce ne sont plus seulement des hommes prédicateurs qui expliquent ce qu'ils appellent les bienfaits du voile, etc. C'est aussi des femmes par la visibilité, par le propos qu'elles peuvent tenir vis-à-vis de leurs copines et par leur attitude. C'est-à-dire, comme les islamistes déclarent, hein, ils expliquent que la femme voilée doit être comme ceci, comme cela, pour donner envie. Et donc, il y a des femmes qui sont souriantes, qui sont aimables, voilà, et donc qui séduisent d'autres musulmanes en quête d'identité et qui, un jour ou l'autre, décident de se voiler. Et ces jeunes filles dont vous parlez sur TikTok, elles sont aussi de culture européenne. Et elles ont grandi au XXIe siècle avec les outils de communication. Donc, elles adaptent le voile. Ce n'est pas, contrairement à ce que certains disent, oui, mais elles vont vers l'émancipation comme ça. Non, elles sont allées vers le rétrograde. Donc, elles ne vont pas vers l'émancipation. Elles n'étaient pas voilées au départ. Donc, elles vont vers le passé, elles vont vers l'archaïsme. Mais elles essayent d'aménager le patriarcat, non pas en défonçant les murs, non pas même en allant ouvrir la porte dont la clé, c'est la laïcité. Il y a la clé dans la porte, elles ne veulent pas y aller, elles vont juste repeindre les murs, elles vont juste un petit peu réaménager les pièces, mais c'est tout. Elles vont aménager le patriarcat, le rendre fashion, mais ça reste le sexisme et le patriarcat. Donc, elles le mettent d'une enveloppe moderne et fashion, mais le fond reste exactement le même. Elles se considèrent comme des objets sexuels tentateurs qui doivent être cachés pour ne pas exciter les hommes. Donc après, elles vont quand même, quand je dis qu'elles réaménagent la pièce, c'est-à-dire qu'elles vont par exemple mettre des boucles d'oreilles, se maquiller, arborer des couleurs un peu flashy, des couleurs plutôt chatoyantes, pardon. Et ça, les prédicateurs, surtout salafistes, détestent ça. Donc, c'est d'ailleurs, et je l'entends dans leur discours, hein, ils disent bon, mes sœurs, c'est vrai, vous portez le voile, c'est bien, mais quand même, il faut arrêter. D'ailleurs, il y en a un qui dit, c'est Nader Abou Anas, il m'a fait rire, un néo-salafiste, qui a dit en fait, votre voile, il est tellement mal foutu qu'il faudrait un voile sur votre voile. Il faudrait porter un voile sur votre voile. Voilà. Et j'ai trouvé cette formule excellente. Il a raison. Mais ça reste quand même, c'est pas. Ils ont peur de perdre ces filles-là, mais ce n'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'elles intègrent le discours de tous les Nader Abou Anas, mais à leur manière. Donc, si vraiment elles s'émancipaient, elles enlèveraient leur voile. Donc, et ce qui est inquiétant, c'est que ces filles-là, effectivement, deviennent des exemples à suivre. Je parlais tout à l'heure de celles qui sont des exemples pour les autres femmes. Là, avec les réseaux sociaux, c'est encore plus amplifié. En plus, elles savent se servir de leur smartphone, comment se filmer, faire du petit montage vidéo sympa. Et d'ailleurs, leurs vidéos, on peut aussi les mettre à côté d'autres sur TikTok, des prédicateurs qui font des courtes vidéos pour expliquer aussi avec des arguments sexistes et patriarcaux en quoi le voile est formidable. Et donc, ces filles-là deviennent des exemples pour d'autres filles. Et ce qui est choquant, c'est que moi, j'ai fait l'expérience, j'ai créé mon truc TikTok, j'ai posté un truc pour la journée de femmes sans voile qui est en juillet, voilà, journée de femmes sans voile, et ben, j'ai eu des dizaines de commentaires de jeunes adultes ou d'adolescents qui étaient particulièrement choqués par mon propos. Ils ne comprenaient pas comment est-ce qu'on peut dire un truc pareil. Parce qu'ils n'ont pas
d'autres discours. Ils ne vont pas regarder les chaînes d'information continue, ils ne vont pas lire la presse. Eux, ils s'informent que sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, c'est les islamistes qui dominent et une partie de l'extrême gauche avec des chaînes comme AJ+, des choses comme ça, qui vont dans leur sens. Ils n'ont pas un autre discours qui expliquerait pourquoi le voile n'est pas forcément quelque chose de bien, etc. Donc, et le danger, il est là. Et c'est vrai que donc ces filles-là font partie d'un écosystème islamiste, d'une nébuleuse islamiste, mais sans pour autant le savoir. La jeune fille, moi, j'ai pas fini encore parce que je bosse sur un truc là, sur le discours d'une jeune femme qui était avant sur Insta, sur TikTok, elle faisait des vidéos voilà, de mode, etc. Et puis un jour ou l'autre, elle décide de se voiler. Elle met carrément le djilbab, quoi. Même pas un hijab, le djilbab, et elle explique dans une vidéo pourquoi elle fait ça, qu'elle a supprimé toutes ses anciennes photos où elle portait pas de voile, où on voyait ses cheveux, et en fait, ses arguments sont mot à mot les mêmes que certains prédicateurs, mais mot à mot. Et elle, pourtant, elle dit que c'est mon choix, c'est un cheminement spirituel, et voilà. Et le problème d'une partie de la gauche, et notamment d'une partie des féministes, c'est qu'elles n'interrogent pas comment s'est fait ce chemin spirituel. Moi, je l'ai fait. Je l'ai vu de l'intérieur déjà, dans ma famille, mais j'ai aussi interrogé des femmes voilées. Et le cheminement spirituel, c'est pas quelque chose comme je me lève un beau matin et puis j'invente un truc que personne n'a jamais pensé, c'est que je vais porter un voile. Le chemin spirituel qu'elles invoquent, c'est justement par des lectures, par des conférences, par des prêches, par des discussions avec des femmes voilées, etc., qui les amènent à porter le voile. Donc ça vient pas comme ça. Et c'est là où elles font partie d'une nébuleuse, sans s'en rendre compte, elles font partie d'une chaîne, elles sont le bout d'une chaîne, d'une filiation idéologique qui peut remonter au wahhabisme, à Hassan al-Banna qui avait fondé les Frères musulmans. C'est la même ligne idéologique alors qu'elles ne le savent pas. Elles croient qu'elles sont dans la ligne idéologique du Coran, et pas de ces prédicateurs ou de ces théologiens d'il y a un siècle ou d'il y a quelques années. Et c'est tout le danger, et c'est tout l'enjeu aussi des explications qu'on doit fournir au-delà de l'athéisme ou des choses comme ça, mais justement d'apporter des informations, des outils intellectuels pour que ces jeunes comprennent, et puis surtout une partie de la gauche, parce que si aussi ces jeunes filles peuvent se le permettre, c'est parce qu'il y a une partie des féministes qui ne font pas leur job. Ouais. Amiette, tu voulais poser une question peut-être ou Flamèche? Non, parce que vas-y. ouais. Vas-y, Non, Flamèche. je voulais dire, oui, c'était clairement, je voulais rebondir sur ce que vous disiez sur une partie de la gauche. Quand on entend, quand on met la mini-jupe et le voile au même niveau dans l'émancipation du corps des femmes, moi, selon moi, il y a un problème. C'est qu'on n'a pas compris ce qu'était le voile, en fait. Ben, c'est pour ça que, je suis désolé, je parle plusieurs fois de mon livre, mais parce que en fait, tout ce qu'on dit est Vous déjà avez dans mon raison. bouquin. De toute Et c'est vrai. façon, on va en faire la promotion à la fin de la vidéo, vous inquiétez pas pour ça. Je ne Continuez, m'inquiète voilà. pas, mais en fait, si vous voulez, c'est que j'avais déjà écrit plusieurs articles avant sur ces sujets-là, notamment la comparaison voile-mini-jupe. Et c'est des choses que je développe parce que justement, je voulais écrire un livre sur le voile que j'aurais aimé lire. À l'époque, il y a 15-20 ans, je me suis intéressé à ce sujet. C'est-à-dire que je commence par expliquer qui je suis, pourquoi, quel est mon rapport à l'islam. J'explique mon parcours d'ex-musulman. Et puis ensuite, je pose le contexte. Qu'est-ce que l'islamisme, la guerre civile en Algérie, tout ça. Et puis ensuite, je démonte le Coran, les versets coraniques, pour démontrer que le voile n'est pas une prescription religieuse en islam. Ce n'est pas une prescription religieuse. Donc, comme ce n'est pas une prescription religieuse, comment les islamistes réussissent à instrumentaliser ces versets? Donc, j'explique comment ils font. Et ensuite, j'explique quels sont leurs arguments pour parler aux musulmanes d'aujourd'hui, pour les convaincre de porter le voile. Et donc, je démontre que tous leurs arguments ne sont que sexistes et patriarcaux. Il n'y a absolument rien de spirituel. C'est jamais arrivé dans aucun des discours, jamais, un argument spirituel pour justifier le port du voile. Ça n'existe pas. Et c'est normal, hein, le voile a été créé bien avant l'islam pour des raisons patriarcales. Hein. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Ensuite, je parle justement comment expliquer que des féministes soutiennent ça. Et là, je démontre tous les arguments, toutes les comparaisons. Voile mini-jupe, voile des nonnes, voile islamiste, le béret ou le sac à main, le voile serait un simple morceau de tissu, etc. Donc tout ça, je le démontre parce que c'est justement important de mettre ces féministes face à leurs responsabilités et que, en fait, pourquoi est-ce qu'elles font ça? Pourquoi elles font ces comparaisons? C'est parce qu'il y a un choix délibéré de ne pas savoir. C'est-à-dire qu'elles font de leur ignorance volontaire une forme de crédibilité. C'est-à-dire, je n'y connais rien, c'est pas mon affaire, je suis juste tolérante.
Et ça, c'est dangereux parce que ça s'appelle l'obscurantisme. Et que ces féministes-là démontent, alors pour reprendre leur terme, le patriarcat blanc, démontent tout le patriarcat, vont remonter jusqu'à la petite enfance pour savoir pourquoi est-ce qu'on attribue la couleur bleue pour les garçons, la couleur rose pour les filles, pourquoi les garçons préfèrent jouer aux voitures et les filles à la poupée. Elles vont décortiquer tous les mécanismes pour lutter contre le patriarcat. Quand une femme battue va dans une association de défense des droits des femmes, qui a dit, voilà, je suis battue par mon mari, mais je ne veux pas le quitter. Je l'aime, je ne veux pas le quitter, il va changer. Si on reprenait le raisonnement des féministes intersectionnelles qui défendent le port du voile, eh ben, on dirait à cette dame, ok, bah, c'est votre libre choix, qui sommes-nous pour vous dire ce que vous devez faire, vous avez raison, retournez auprès de votre mari violent. Non, les féministes vont démonter le processus psychologique qui amène une femme pour comprendre pourquoi est-ce qu'une femme violentée par son conjoint, parfois, souvent, veut rester avec lui. Parce qu'il y a une forme d'emprise psychologique qu'on sait aujourd'hui déconstruire. Et c'est comme ça que les associations féministes peuvent mettre des projets et des dispositifs en place pour aider les femmes violentées. Là, pour le voile, il n'y a rien. On se contente uniquement du discours produit par les militantes qui le portent. C'est tout. Et toute volonté de comprendre ce qui se cache derrière, de décortiquer le processus, ce qu'ils appellent le cheminement spirituel, tout ce qui se cache derrière, pour elles, c'est hors de question parce que ce serait empêcher les femmes de se voiler. Voilà. Et c'est ça le plus grand danger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les islamistes, ils n'ont plus besoin de bouger sur le plan politique, ou beaucoup moins qu'avant, parce qu'une partie de la gauche s'en charge. Moi, sur le terrain, aujourd'hui, je suis plus confronté à des militants d'extrême gauche qu'à des militants islamistes. Les affaires Burkini, si ça a pris une telle ampleur, c'est parce qu'il y a des militants d'extrême gauche qui ont développé, qui ont entretenu ces actions-là, même si c'est parti de militants islamistes. Donc, et c'est ça le plus grand danger aujourd'hui, et notamment pour les ex-musulmans, parce que cette partie de la gauche qui est censée soutenir justement les athées, les croyants aussi par rapport à la laïcité, et donc dans la laïcité, il y a aussi les athées, on parle que des croyants, mais on ne parle pas de ceux qui ne croient pas, censé les soutenir, les aider, les accompagner face à l'obscurantisme religieux, ils préfèrent les écarter, voire s'opposer à eux pour soutenir une extrême droite religieuse. Ça, ce que je dis, ça a l'air aberrant, mais parce que dans leur esprit, c'est pas ça. Dans leur esprit, c'est on aide des musulmans qui sont discriminés, qui sont opprimés, face à des intolérants qui veulent les empêcher de pratiquer leur religion. Comme si c'était le rôle de la gauche de défendre les religions. Voilà. Et ça, je pense que c'est la chose qui m'inquiète le plus que l'islamisme. Parce que si une frange de la gauche n'aidait pas l'islamisme se développerait beaucoup moins. Alors, vous avez dit, fait allusion à l'extrême droite, l'extrême gauche. Pour la petite anecdote, il n'y a pas beaucoup de gens impliqués en politique qui nous sollicitent, mais on est assez courtisés, nous les ex-musulmans, par des gens d'extrême droite, voire même on a eu il y a quelque temps une sollicitation directe de quelqu'un de relativement visible dans les médias. Et donc on a quand même osé nous expliquer que non, il n'est pas raciste. Cet individu n'est pas raciste. C'est juste qu'il est pour une suprématie. C'était quoi, Flamèche, la formule consacrée? Tu te souviens? Je crois que c'était pour la. Ah, il y avait une histoire de La génétique. pureté. La pureté. Il y avait un truc un peu avec la génétique. C'était Voilà. Ouais, c'est ça. pour la. La conservation, je pense, peut-être. Oui, c'est quoi? C'était la conservation génétique française. C'est Voilà. ça, c'est ça. Une c'est formule ça. de ce type-là. C'est- Ça nous a. Moi, j'étais. Je sais. Bon, excusez-moi l'expression, mais j'étais sur le cul quand j'ai entendu ça. Je dis, mais quoi, c'est délire. C'est-à-dire que cette Oui, personne, pour nous séduire, a osé avancer ça pour dire que, mais non, la personne qui veut rentrer en contact avec vous et qui est relativement connue n'est pas raciste, elle est juste pour la pureté et la suprématie. Comme si nous, on était au service de cette idée-là, quoi. C'est vraiment. Mais c'est juste pour dire le silence assourdissant de l'autre côté. C'est pas faute de les. Je veux dire, moi, quand je communique sur les réseaux sociaux, je tague pas des gens d'extrême droite, quoi. Mais j'ai pas du tout de réaction des autres. Oui, c'est tout le problème, effectivement, c'est que ce terrain ayant été abonné par une partie de la gauche, c'est la droite, surtout l'extrême droite, qui s'en empare, mais pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que c'est pour des raisons identitaires, le suprémacisme judéo-chrétien, etc. Et il y a parmi
leur motivation, il faut aussi les entendre. Ça ne veut pas dire les excuser, il faut essayer de comprendre, comme il faut comprendre l'islamisme. Et il faut comprendre, c'est-à-dire que pour une partie de la population française, il y a le sentiment d'une perte de culture, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'il y a une perte de l'identité française. Et ce qui m'ennuie, moi, c'est qu'une frange de la gauche comprend ce sentiment d'une partie des musulmans, notamment les identitaires musulmans, en disant mais c'est normal, ils veulent conserver leur culture, pratiquer leur religion, etc. Et au Maghreb, ils trouvent aussi normal qu'ils luttent, et on peut comprendre aussi contre l'histoire, contre l'héritage colonial. Il faut réaffirmer ce qu'ils appellent l'arabité, donc déjà il y a une première erreur, l'arabité, etc. Mais quand ce sont des Français qui le font pour leur propre culture, là c'est assimilé à l'extrême droite. Quand des Algériens sortent leur drapeau, c'est vu comme une forme de patriotisme super sympa. Quand c'est des Français qui brandissent leur drapeau, c'est vécu comme c'est perçu comme du nationalisme. Et c'est tout le problème, c'est qu'il y a cette façon d'appréhender les thèmes, les sujets, les débats, qui est déjà biaisée. Et donc, si on parle de culture française, ça y est, c'est les fachos. Non. C'est normal qu'un pays, qu'une société veuille garder son héritage culturel et qu'il y en a qui se battent pour ça. Et qu'effectivement, quand il y a des gens qui viennent d'ailleurs, on est en droit de leur demander de respecter la culture d'accueil. Ça ne veut pas dire que, et c'est toute la différence avec l'extrême droite, qu'il faut que les personnes qui arrivent renient, oublient ce qu'ils ont été, ce qu'ils sont, mais il faut trouver le bon dosage. Et qu'il y a des choses qui relèvent de la sphère privée, d'autres qu'on peut exprimer. La loi de 1905 est là pour le réguler. C'est tout à dosage. Donc, moi, ce qui m'embête, c'est que dans les quartiers, aujourd'hui, on ne se dit plus bonjour. On se dit salam alaikum. En France. Et que toutes les phrases, il y a des mots en arabe, Inch'Allah, Wallah, Hakrabi, voilà. Et que pire que ça, c'est que salam alaikum, c'est même pas maghrébin. Moi, quand j'étais gamin, quand j'étais ado, en Tunisie, on disait Aslama. Et que dans les années 90, j'ai commencé à entendre des gens dire salam alaikum. Avant, personne disait salam alaikum. C'est venu progressivement parce que c'est d'abord la référence religieuse avant la référence de notre pays, de notre dialecte. Et donc, il y a aujourd'hui des gens qui font une forme de résistance linguistique en Tunisie et qui disent Aslama. Quand quelqu'un leur dit salam alaikum, eux, ils disent Aslama. Ou Beslama, pas Alaikum Salam. Voilà. Et donc, c'est ça qui est particulièrement inquiétant, c'est-à-dire que des gens qui sont français revendiquent une culture qui n'est pas française par réflexe identitaire. Et il faut comprendre pourquoi. Une des raisons, c'est parce qu'il y a un problème d'intégration, les discriminations raciales, le racisme en France, la ghettoisation dans les quartiers populaires, mais pas que. Parce que ce n'est pas qu'en France que ça se produit aussi ailleurs, ça se produit au Maghreb, comme je viens de l'expliquer, notamment à travers le voile et à travers des formules comme salam alaikum. Donc c'est un problème qui est mondial. Mais le problème, c'est que on laisse, c'est biaisé par le fait qu'on considère qu'il y a des sujets qui relèvent de l'extrême droite et d'autres qui relèvent de la gauche, ou je ne sais quoi. Et c'est ça qui est dangereux. Et l'enjeu, c'est justement que ces sujets soient repris par la gauche avec des idées et des valeurs de gauche, ou par la droite républicaine aussi, pour reparler de ces sujets, mais de façon, je dirais, universaliste, et non pas nationaliste comme le fait l'extrême droite.